Elle évolue dans l'ombre des linéaires, pourtant son influence irrigue chaque rayon. Émilie Chavignac est directrice des opérations à l'Institut du commerce, dixit l'IDC, vous l'employez beaucoup comme ça, où se forgent les pratiques du catégorie management responsable, ce dont on va parler aujourd'hui. Son quotidien, animer ateliers, conférences, fédérer les distributeurs et industriels et académiques autour de la performance durable. Son terrain de jeu, repenser les assortiments, promo immerge pour qu'ils soient à la fois rentables et respectueux de l'environnement. Grand sujet, j'ai plein de questions à ce sujet. Sa fierté, avoir co-construit des programmes qui font déjà leurs preuves chez plusieurs enseignes majeures. Alors comment on fait, Émilie, pour allier business case solide et impact sociétal ? Comment on convainc un catégorie manager sceptique ou bien des entreprises qui peuvent être sceptiques quand le prix aujourd'hui reste roi et on sait ce qui se passe dans les box de négo pour l'avoir vécu. Alors c'est un épisode à écouter si vous voulez passer du discours RSE aux actions concrètes et j'ai hâte qu'on s'en parle. Émilie, bonjour. Bonjour Salomé, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Émilie, je travaille à l'Institut du commerce depuis sa création en 2017 et avant ça j'étais dans une des 3 associations qui a créé l'Institut du commerce, donc l'ECR France, l'IFLS et l'Institut français du merchandising. Moi, j'étais chez ECR, Efficient Consumer Response, donc ça fait 20 ans que je suis dans cet univers associatif qui me plaît beaucoup parce que j'aime bien les petites équipes et j'aime bien les communautés d'adhérents. Voilà, c'est quelque chose dans lequel je me sens confortable, c'est-à-dire avoir beaucoup de contacts, mais en même temps, des organisations qui restent souples. Avant ça, j'ai eu des expériences dans l'univers du DVD, dans l'univers automobile et dans l'univers hôtelier. Mais bon, voilà, ça fait 20 ans que je suis plutôt sur les produits de grande consommation. Voilà, et l'Institut du commerce a pris un gros virage en 2020 et a réorienté effectivement sa feuille de route après avoir fait la première convention des entreprises pour le climat. Donc aujourd'hui, on travaille toujours de la même façon, c'est-à-dire on donne un cadre de travail sécurisé à nos adhérents pour être un espace de dialogue ouvert, un espace d'inspiration et de réalignement des acteurs du commerce. Quand on dit réalignement, c'est-à-dire réaligner entre tout ce qu'on sait sur les enjeux de société, environnementaux et plein d'autres enjeux et ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment pas toujours facile. Mais par contre, beaucoup de gens ont ce souci. Tout ça pour arriver à des modèles économiques qui accompagnent une consommation sobre, désirable et accessible à tous. Comment vous avez opéré ce shift ? Parce que pour interroger beaucoup d'acteurs de la grande distribution alimentaire sur ces sujets, c'est parfois compliqué quand il y a des sujets politiques comme l'environnement, sociaux, sociétaux, de ne pas tomber dans un militantisme et un engagement, de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. C'est une ligne de crête qui est un peu compliquée à opérer pour les organisations, que ce soit en termes de communication, de fédération, d'adhérents, etc. Est-ce que tu aurais des éléments à nous partager là-dessus et à nous transmettre de ton expérience et de comment tu l'as vécu ? Alors oui, alors déjà ce que je peux dire c'est que j'anime notamment le comité RSE pour nos adhérents, donc moi j'ai senti dans les sujets qui étaient remontés par les responsables RSE il y a quelques années que c'est exactement les questions qui se posaient en interne dans leurs propres entreprises et qu'aujourd'hui on n'en est plus trop là, même si on y revient quand même, voilà, c'est toujours effectivement un peu bancal. Mais il n'empêche que si les entreprises tiennent pas compte de ces enjeux, qui sont des enjeux qu'elles ont, c'est juste mettre un voile sur les yeux pour affronter les problèmes plus tard et ne pas être résilient. Nous, notre approche, c'était à la fois de donner accès à beaucoup d'ateliers de sensibilisation. Et ça, du coup, depuis, on a fait la première fresque du climat en 2020. On n'a pas fait beaucoup depuis parce que le truc s'est développé sans nous et on avait envie de montrer plein d'autres outils. Mais voilà, on a fait une vingtaine de fresques du plastique, des ateliers d'économie circulaire, fresques de la biodiversité. Donc des ateliers, voilà, apporter de la connaissance, forcer dans les programmes de conférences de jamais passer à côté des sujets, voilà, de pas être dans les injonctions contradictoires. Ça, c'est sans doute le sujet le plus difficile et c'est là où parfois, en interne, parfois, je mets un peu les pieds dans le plat et voilà, on se questionne toujours sur qu'est-ce qu'on va délivrer comme message, quelle est notre intention derrière et puis d'être dans la justesse des sujets. Ça, c'est un des pans des leviers d'action qu'on a trouvé en faisant la convention des entreprises pour le climat, donc c'est la sensibilisation, c'est vraiment pas le seul sujet. Derrière, il y a des sujets de mesure. Donc on a offert à nos adhérents la possibilité d'utiliser l'outil ZEI, donc à travers leur adhésion, ils peuvent trouver quels sont leurs impacts, que ce soit des prestataires, des grandes entreprises, des petites entreprises, selon les catégories de produits qu'elles gèrent. Cet outil permet d'avoir une liste d'indicateurs
qui dépassent le cadre réglementaire, mais qui sont des sujets sur lesquels c'est intéressant de se pencher. On l'a appliqué, nous, pour l'association. Donc ça, c'est la mesure. Voilà. Et après, c'est travailler avec les écosystèmes. Voilà. C'est développer. Dans notre ADN, on a la coopération. Ça, c'était déjà chez ECR dans les années 90. Donc, développer la coopération, ça, c'est une façon d'animer des travaux, de faire en sorte que nos adhérents se voient, qu'on élargisse le cercle. Voilà, on travaille beaucoup avec d'autres acteurs qui ne sont pas forcément adhérents. Ça fait partie de 3 des 5 leviers qu'on peut avoir pour favoriser cette prise de conscience. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment le sujet du catégorie management responsable est venu sur la table à l'IDC ? Est-ce que c'est une demande de vos adhérents ? Est-ce que c'est un projet que vous aviez travaillé en interne ? Enfin, comment ça s'est déroulé ? Alors déjà, historiquement, le category management est né de la démarche ECR dans les années 90. C'est dans notre ADN. Donc on suivait et on continue à suivre ce qui se passe dans notre communauté internationale et on est très connectés pour voir les innovations sur ces sujets. Mais l'angle responsable n'a jamais été traité par Brian Harris, n'a jamais été traité par nos collègues, enfin à l'époque on va dire, parce que là c'est en train de bouger en Italie notamment, et on va dire que la France et l'Italie sont je pense, les pilotes sur ce sujet de comment on rentre la responsabilité dans le category management. Moi, ce que je peux apporter, c'est une petite anecdote, c'est-à-dire, je me souviens, quand j'étais avec mon ancien chef, Olivier Labasse, qui venait de chez Danone vers les années 2010, je me souviens lui avoir demandé, mais parce que je regardais les chiffres, je sais plus, des ventes de pots de yaourt au niveau international, enfin, je me disais, vraiment, on peut continuer à croître à l'infini sur les pots de yaourt et sur les bouteilles en plastique. Enfin, vraiment, mais j'avais pas eu la réponse à l'époque. Il avait l'air de dire que oui, mais on était dans un autre paradigme qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus d'informations. Je sais que ça avait commencé à me questionner à ce moment-là, et aujourd'hui, avec effectivement toutes les informations que les consommateurs ont, que les personnes dans les entreprises ont, que les responsables Catman ont aussi. Je pense qu'on peut imaginer de faire mieux en partant de cette méthodologie qui est très bien ficelée, qui fonctionne, mais de se dire qu'est-ce que ça fait si on rajoute le filtre de l'impact. Mais il y a une réalité qui est dure, qui n'est pas forcément peut-être la bonne, c'est cette fameuse guerre des prix avec les enseignes et notamment Leclerc qui est quand même assez prédominant sur ce type de communication, ou en tout cas a été l'enseigne la première et assez pionnière sur ce sujet-là. Comment on fait quand on a un consommateur qui parfois doit choisir justement entre fin du mois et fin du monde ? On en revient souvent à cette expression-là. Et qu'est-ce que tu réponds justement aux entreprises qui peuvent te questionner là-dessus ? Moi, je vais apporter plusieurs angles. Déjà, je pense que pour finir sur la discussion d'avant, je pense qu'il faut savoir re-questionner les règles. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans est-ce qu'il faut la guerre des prix. Enfin, là, je ne serai pas à l'aise pour te parler de ça. Je pense que ça, c'est dans le paradigme actuel. Et surtout, je n'ai pas forcément les clés pour sortir de ça. Moi, je me projette plutôt sur un avenir souhaitable. Et puis après, je me dis qu'à un moment, si on est très nombreux à vouloir cet avenir souhaitable, peut-être qu'on changera certaines règles. Moi, c'est vrai que je me suis retrouvée à gérer ce dossier Catman, mais en fait, ce que j'aime, c'est le sens. Et donc, je me suis dit, mais en fait, déjà dans la définition, est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer ? Et donc, je peux vous partager du coup la nouvelle définition qu'on a faite du Catman responsable, et qui est honnêtement quelques mots supplémentaires qu'on a rajoutés, mais ça peut sembler facile, mais ça nous a pris un certain temps de les trouver. Donc, le category management responsable est un processus stratégique de gestion et d'optimisation des ventes d'une catégorie de produits. On a rajouté ou de services, il n'y avait pas ça dans la définition, pour créer de la valeur économique, environnementale et sociétale. Pour toutes les parties prenantes, ça aussi c'est quelque chose qu'on a rajouté, donc les enseignes, les marques, les conso-shoppers, mais aussi la société. Et là, les 2 cerises sur le gâteau, c'est la biosphère et les générations futures. Je pense que c'est ça qui distingue le category management normal du responsable, c'est de penser au monde du vivant et aux générations futures. Je pense que quand les marques de lessive vont lancer ces grosses bouteilles en plastique de lessive liquide dans les années 90, je pense qu'on ne s'est pas forcément projeté sur les conséquences, et on peut faire des marches arrière, c'est possible. Donc c'est d'intégrer en fait les enjeux
qui sont des enjeux de santé publique, des enjeux démographiques et sociaux. On parle de vieillissement de la population, de précarité, d'inclusion, les enjeux de sobriété, de résilience. Ça, je veux dire, ça c'est déjà aujourd'hui pour les enseignes qui ont des magasins qui peuvent être détruits par des catastrophes naturelles, mais aussi les usines, mais aussi des accès à des matières premières. Voilà, les enjeux environnementaux évidemment, et puis des enjeux de sensibilisation, d'être avec les consommateurs. Donc c'est pour dire que fin du monde, fin du mois, en fait il y a plein d'autres enjeux et que je pense pour sortir de ces prismes qui sont polarisants en fait, il faut rajouter d'autres dimensions. Bien sûr. Et tout simplement, une dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la dimension santé. En fait, fin du monde, fin du mois, et vivre le plus longtemps possible en bonne santé, déjà ça change un petit peu l'équation. Et là, je ne sais pas si vous êtes favorable à ce que je partage des éléments chiffrés un petit peu, mais vu que tu as vu Dominique Schelcher dans plusieurs podcasts, je me ferai un plaisir de relayer en fait quelques informations qui sont sorties dans un rapport de l'Institut Montaigne il y a quelques mois, qui s'appelle Fracture alimentaire, mots communs et remèdes collectifs. Donc c'était aussi signé par l'introduction par Cécile Béliot du groupe Bell. Voilà, sur les chiffres de la précarité alimentaire, en 2023, plus d'un Français sur 3, 37%, se trouve en situation d'insécurité alimentaire. Et sur les déséquilibres alimentaires, plus de 50% des adultes sont en surpoids. C'est un chiffre en augmentation constante. Je ne parle même pas des enfants. 87% des enfants et 47% des adultes consomment davantage de sucre que les recommandations de l'OMS. Et un enfant sur 8 a déjà consommé plus de sucre que son grand-père. Peut-être que Dominique a déjà placé le chiffre. Mais voilà, je pense que c'est en fait le catégorie management responsable, c'est aller chercher ces informations et les intégrer dans son discours. Et ça change tout en fait, et ça donne du sens à ton travail. Voilà, parce que derrière, il y a des enjeux de société, ça coûte 125 milliards d'euros en santé publique d'aller gérer après les conséquences de notre mauvaise alimentation. Ouais, bien sûr. Tout à fait, et de se dire les choses, et on en a discuté un peu en off sur d'autres sujets, mais c'est très dur d'avoir une posture engagée, de faire bouger les choses, mais de ne pas fermer le débat dans un monde où on est très polarisé, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de nuance de gris, et tu le disais, et je trouve que c'est très juste, de s'informer et de se renseigner sur la nuance entre les catégories. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, et je rajouterai un troisième point, qui est d'infuser les sujets tout au long de la chaîne. Moi, ce que j'observe beaucoup en grande distribution, et je jette la pierre à personne, mais beaucoup de dirigeants, dirigeantes sont très au fait effectivement de ces sujets d'environnement, essayent de les infuser tout au long de la chaîne, mais on n'est pas tous sensibles, avertis sur ces sujets-là, et ce qui fait que dans notre quotidien, tous et toutes, avec nos postes respectifs, chefs de produit, Catman, etc., parce que c'est plutôt l'audience qui m'écoute, qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'applique au quotidien. Et ça, c'est un vrai point. Bref, je ne vais pas faire un monologue là-dessus. Est-ce que tu peux, Émilie, nous donner des exemples pour nous dire concrètement comment l'Institut du commerce accompagne justement cette transition du Catman, qui est sur ses leviers classiques, au Catman responsable, et puis est-ce que tu as des exemples à nous partager pour rendre ça un peu plus concret? Alors c'est effectivement important d'être concret. Parce que quand on reste dans des grandes phrases, comme on a su bien le faire pendant très longtemps d'écrire des guides, en fait, c'est bien, mais c'est totalement insuffisant. Donc c'est important d'écrire la nouvelle histoire, c'est ce qu'on fait, voilà, ça prend du temps de trouver les justes mots, de revenir dessus parce que finalement c'était pas tout à fait ce mot-là, c'était un autre. Mais c'est aussi important d'aller accompagner ce qui se fait et de le soutenir. Donc moi, c'est vrai qu'à titre personnel, je relis pas mal de trucs sur LinkedIn de ce que je vois qui me plaît. À l'Institut du commerce, on va avoir les Sirius aussi qui permettent de mettre en avant des dossiers. Alors là, je pense à un exemple de l'entreprise Fleury Michon qui est hyper impliquée dans nos travaux, qui a lancé l'étrange VG. Effectivement, c'est des innovations majeures et hyper audacieuses en fait quand on connaît l'histoire du groupe, et puis j'imagine ce qu'ils ont dû défendre en interne pour tester des alternatives végétales.
qui donne accès à des protéines à un prix totalement accessible, qui ça reste emballé. Mais bon, c'est quand même pas ultra transformé. Il y a plein de... Enfin, c'est vraiment une super chouette innovation. Donc, ils ont gagné un prix cette année. Donc, c'est une façon de soutenir aussi ces innovations. Et après, on a... Quand je disais que je relayais sur LinkedIn, je pense à Avril, qui est pas du tout... ou Pimpan, c'est pas du tout des adhérents pour le moment. J'espère qu'un jour ils le devront. mais c'est vrai que quand on voit l'engagement des dirigeants, voilà, on aime bien soutenir ce qu'ils disent, aller montrer que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est montrer des exemples qui fonctionnent et faire en sorte que tout le monde s'inspire en fait pour oser changer les choses. Et c'est soutenir aussi, quand tu disais qu'on était dans l'ombre, voilà, c'est soutenir ce qui est en train de se monter, des coalitions d'acteurs, soit qu'on anime, soit qu'en fait, qui sont gérés par d'autres travaux. Je pense à travaux sur le vrac qui étaient opérés par Périfem et Lilec. Voilà, c'était super, ils ont pris le point et ils ont très bien avancé. Maintenant, on attend que ça arrive dans les linéaires, mais voilà, c'est de l'entraide aussi. Et c'est faire en sorte que les sujets émergent dans les agendas de chacun. Et puis, c'est tellement nouveau. C'est nouveau, là, aujourd'hui, dans les rendez-vous catégoriels, il y a ces éléments d'environnement et d'engagement de chacun et chacune des entreprises. Ça fait partie intégrante de la stratégie des entreprises. Donc, c'est des choses qui sont discutées et valorisées dans les rendez-vous. En revanche, quand on en vient à parler produits et taille de boîte, là, effectivement, il n'y a pas ces indicateurs et on parle beaucoup de DN et de VMH. C'est les deux indicateurs pour dire la bonne performance d'un produit. Et ce serait bien si on pouvait rajouter un troisième score environnemental ou je ne sais quoi. Eh bien, en fait, quelque chose adapté à chaque catégorie. Donc, le miel, ce sera peut-être l'origine. On va regarder de près les pots de miel dans les linéaires. J'ai fait ça avec mon fils. Franchement, ça fait peur. Oui. Des exemples, pour être concret, on a CLI dans nos adhérents, donc qui participe aussi aux travaux Catman Responsable. CLI a fait une expérimentation sur qu'est-ce qui se passe si tu fais un plan merch avec les Nutri-Score. Alors voilà, ça sera sans doute pas la réponse à tout, voilà, mais c'est des clés de lecture différentes. Quignon, alors ça c'est un peu l'exemple, moi j'ai tellement envie de me projeter. Quignon, donc c'est une entreprise qui fait du handi-gaspi, donc qui va récupérer des coproduits sur les chaînes industrielles, des choses qui étaient jetées et données aux cochons, donc par exemple des restes de pain, et après ils transforment ça en petits biscuits qui sont transformés dans des ESAT par des personnes en situation de handicap et revendus en grande distrib ou en magasin spécialisé. Et là en fait ils ont un potentiel de passer à l'échelle dans toute la France sur plein d'autres catégories qu'on veut absolument soutenir parce que en fait ça donne du sens à tout le monde. Donc effectivement c'est pour faire l'histoire des Quignons vite fait, mais dans les usines ça booste les équipes en fait de savoir qu'en plus tu as des équipes qui peuvent venir potentiellement utiliser des chaînes de production pour ces biscuits. Les équipes n'ont plus besoin d'aller mettre à la poubelle tous les jours des restes alimentaires qui pourraient être utilisés pas à des fins d'alimentation animale. Voilà, donc tout ça pour dire que y a ça, il y a Random Social, il y a plein de nouveaux acteurs qu'il faut qu'ils arrivent plus puissamment dans les linéaires. Il y a le label PME+, et moi je me dis demain, alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais demain, est-ce que le sujet c'est MNMDD ou est-ce que le sujet c'est comment tu fais de la place? Et moi après j'ai pas la clé de répartition, mais pour avoir sur le rayon gâteau... Ok, MN, MDD, produits des PME+, les produits qui sont contre le gaspillage ou pour l'inclusion, et puis peut-être des produits avec des meilleurs Nutri-Score, des produits avec moins d'emballage, voilà, et qu'on imagine des rayons différemment. Alors, je suis peut-être un petit peu utopiste, mais ça fait partie des choses qu'on peut aller tester parce qu'on a quand même un panel d'experts autour de la table qui peuvent nous mettre ça en image. Et du coup, si on se projette sur un rayon en 2030, peut-être qu'on imaginera les choses un peu différemment.